Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Merci à Franck Linol d'avoir accepté notre invitation. Franck Linol est auteur du Coin. On y reviendra vraisemblablement ou pas. Il a été enseignant d'éducation physique et sportive, c'est bien ça? Formateur à l'UFM, la formation des maîtres, encore en activité. Et donc l'année dernière, nous avions reçu 2 auteurs. C'était Joël Nivard et Serge Vacher. Serge ne peut plus être là malheureusement, Joël est là. Avec Franck Bouys, avec Nicolas Bouchard qu'on a déjà reçu, avec Maud Mailleras, on vient d'en parler en aparté avec Franck, que nous avions reçu, la jeune auteure d'Hématome et qui vient de publier un autre bouquin. Il y a quand même foison, et j'espère, j'en oublie sans doute, il y a foison d'auteurs ici et je suis tombé plusieurs fois sur la notion d'école du polar à Limoges. Est-ce que ça te dit quelque chose? Enfin, en tous les cas, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Alors d'abord, je voudrais remercier Gérard Daud d'avoir pris le temps de lire mes romans. Bon, je connais Gérard Daud et qu'il ait consacré quelques heures à lire mon travail. Voilà, je voudrais le remercier. Et puis je voudrais vous remercier tous d'être là ce soir. Ça me fait plaisir. Je sais qu'il y a des lecteurs, il y a aussi des adhérents du club Polar Dison. Merci au club, merci à la BFM. Voilà, je voulais le souligner parce que voilà, on est heureux d'être reçus pour un dialogue comme ça. Voilà. Alors, la question de l'école. D'abord, la notion d'école. C'est vrai qu'on parle de notion d'école dans le domaine de la peinture, par exemple. L'école de Crozant, qui nous est proche, en Creuse. Une école, c'est pas... la façon dont je la définis, il n'y a pas un maître, il n'y a pas des élèves. Pour moi, une école, ce sont des créateurs, on va dire, de façon générale, qui se rencontrent, qui échangent, et qui, finalement, au travers de ces échanges, s'influencent. Et que, pour revenir directement à ta question, à Limoges, depuis, on va dire, 5 ans, eh bien, dans le domaine du polar contemporain, en effet, il se passe quelque chose. Objectivement, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans le domaine de l'édition, puisqu'il y a des auteurs qui publient des polars, qui prennent la région ou qui prennent la ville de Limoges comme milieu, comme environnement pour placer des intrigues. Ce groupe, tu as donné les noms, mais il peut y en avoir d'autres. Ce groupe se rencontre, se croise, échange, discute de la vie, de la littérature, de beaucoup de choses, et d'une certaine façon s'influence. Et moi, je crois que le processus de la création ne part jamais du vide. Le processus de la création, ce n'est pas une table rase, non. Le processus de la création, il y a toujours un ancrage dans des créateurs qui ont travaillé avant. Et voilà, on a lu, on a envie de reproduire ou d'être influencé plus ou moins consciemment. Et je pense que dans ce groupe, c'est ce qui se passe. Objectivement, en plus, ce groupe a des projets, puisque ce groupe a créé Vin Noir, les rencontres du polar et du vin. Et ce groupe a d'autres projets, puisque, par exemple, à Vigeois, le 6 juillet, nous allons organiser le premier salon du polar limousin. Voilà, on pourra y revenir. Donc, pour répondre objectivement à ta question, et précisément, moi, je dis, en tout cas, qu'il y a un groupe, et c'est quelque chose de nouveau à Limoges, dans le domaine de l'écriture, de la littérature. On a parlé de l'école de Brive. Eh bien, pourquoi on ne parlerait pas de l'école du néopolar limougeau ou limousin? Alors, ça tombe bien, ça enchaîne à peu près avec la seconde question. Les 4e de couverture de tes bouquins publiés tous chez Geste Édition, je vais les citer dans l'ordre, ou à peu près, tu me dis si je me trompe. La 5e victime 2010, qui est un titre mancélien, référence à la 5e femme. Le second, Rendez-vous avec le tueur, 2011, toujours chez Geste. Le 3e, La morsure du silence, 2012. Lune de miel à la morgue, 2013. Le titre. 5e, Le vol de l'ange, paru en octobre ou novembre dernier.
Et puis il y a un roman noir un peu à part, c'est Carole, je vais te tuer, 2012, toujours chez Geste Éditions. Et également un beau livre, Le Limousin photographié du ciel, 2011, en collaboration avec Francis Gardeur. François ou Francis ? Francis. Donc les 5 premiers que j'ai cités parviennent à mettre en scène un héros récurrent. On va y revenir plus en détail. Mais j'aimerais revenir sur l'exergue qui figure, pas l'exergue, mais plutôt ce qui figure en 4e de couverture, ce qui est rare pour un auteur de roman policier ou de polar ou de roman noir, c'est que toi ou ton éditeur, tu indiques des auteurs que tu aimes. Donc, alors ça m'a interpellé, je trouve ça intéressant. Et justement, tu viens de parler d'influence et de référence par rapport à ce groupe limousin. Je voudrais savoir en quoi Mankell et Ingrid Hasson, par exemple, quel rapport tu entretiens avec eux, pourquoi tu les cites en 4e de couverture, et en quoi tu es redevable de leur succès, ou en tous les cas de leur œuvre. Bon, alors, en effet, ta question, elle s'articule vraiment avec la question précédente. Enfin, je vois que, Gérard Doute, tu as bien travaillé et bien préparé ton coup. La question de l'influence. Je dirais d'abord que ce qui m'a donné envie d'écrire, de passer à l'acte, parce qu'on pourra y revenir, l'écriture, c'est un passage à l'acte. C'est Mankell. Bon, voilà. Tous les créateurs ont... Alors, on va l'appeler une idole, un maître, tout ce que vous voulez. Bon, pour moi, Mankell, c'est un très grand écrivain. Pour moi, c'est un des plus grands écrivains du siècle, parce que Mankell n'est pas seulement un auteur de romans policiers ou de polars. C'est quelqu'un qui a écrit des choses magnifiques, Profondeur, Les chaussures italiennes, L'œil du tigre, etc. Bon, alors, premièrement, son écriture m'a touché. Deuxièmement, le personnage, c'est un militant engagé. Et c'est un militant engagé, en plus, qui ne fait pas de bruit. C'est pas BHL qui va avec la chemise blanche, et la chemise reste toujours blanche, à Sarajevo. Bon, Mankell, lui, il est sur un bateau. Ouais, voilà, il était sur le bateau. Il était sur le bateau, et personne n'en a parlé. Et c'est un militant qui défend l'Afrique de façon extrêmement intelligente. C'est un type engagé, mais un humaniste, un grand humaniste. C'est un homme révolté. C'est un homme qui a une vision politique extrêmement affûtée. Et donc, à la fois le personnage et l'écrivain, oui, me subjugue, si tu veux, d'une certaine façon. Et pour aller directement à ta question, en effet, ce que j'ai tenté de faire, je le dis clairement, c'est de transposer l'univers mankellien, à la fois les personnages et, je dirais, l'environnement, à notre région. C'est-à-dire que bon, l'univers mankellien, c'est la Suède, c'est la Scanie. La Scanie, c'est une région très sauvage, dans laquelle il est très difficile de vivre, avec les saisons, etc. Une région de solitude. Bon, et voilà, le Limousin, l'hiver, hein, depuis 2 mois, d'accord, la Scanie, le personnage, un dimanche à Limoges. Un dimanche à Limoges. Voilà. Et je me suis dit, la Scanie, le Limousin. Et donc, oui, j'ai essayé, très concrètement, de travailler à partir de, je dirais, de ce cadre pour le transposer dans notre région. J'ai répondu. Donc on va l'appeler Franck Wallander ou Kurt Dumont. Enfin, je plaisante. Non, ouais. Je plaisante. Alors, justement, ça s'enchaîne. Ça, c'est grâce à toi, ça s'enchaîne encore bien mieux. La question suivante concerne le lieu, cette empreinte, cette prégnance du lieu et de ta région. Il y a une phrase, une très belle phrase, c'est l'exergue. Je ne l'ai pas là, si je l'ai noté là, excusez-moi. Voilà. Donc dans le premier, la 5e victime, meurtre en Limousin, Geste Édition 2010, il y a un préambule, il y a la citation de Mankell, je vais y revenir parce que je l'aime beaucoup. Mais le préambule est très important. Dans tous les romans, généralement, on dit tout ceci est l'objet du hasard, comme l'absence non voulue de ma feuille. C'était prévu. Non, c'est pas prévu ce soir, il n'y a pas de mise en scène. Donc, généralement, on dit tout ce qui est là n'existe pas pour se préserver, etc., du point de vue du droit et autres. Mais tu ajoutes, seules la ville et la région sont bien réelles, Limoges, la Haute-Vienne, le Limousin. C'est plus qu'un cri du cœur. Hein. C'est oui. Vraiment...
Tu te souviens, Gérardo, je t'avais interpellé. Non, mais je m'en Je t'avais souviens très interpellé. bien. Je m'en souviens très bien. Je t'avais posé une Mais- question. Bon. Oui. C'est pas rien du tout. Bon, c'est pas rien du Ah tout. ouais. C'est pas rien du tout, mais il faut en parler, effectivement. Ah. D'abord, je dirais que, bon, moi, je ne suis pas un expert en littérature, hein, bon, mais je crois qu'on pourrait être d'accord pour dire que je ne connais pas d'écrivains, d'auteurs qui n'installent pas leur histoire, leur intrigue, comme vous voulez, dans une région. Bon, il me semble que Flaubert, c'est la Normandie, le Bordelais, Michel, aide-moi, Mauriac, Ou Hervé Lecor. ou Hervé Lecor, et puis Jim Harrison, le Montana, etc. Bon, bref, et puis Michael Lascani, et puis Michael Connelly, Los Angeles. Bon, ça, c'est quand même un fait qu'il faut. Alors évidemment, quand on dit, tu installes ton intrigue dans le Limousin, oui, le Limousin, vous savez comment Limoges et le Limousin sont traités dans le cinéma, dans les médias, etc. À chaque fois qu'il y a quelque chose à une caricature, etc., c'est Guéret, la Creuse ou Limoges et le Limousin. Voilà, limoger, voilà, un verbe, moi, qui m'insupporte, mais enfin, bon, c'est comme ça. Alors, donc, premier point, je crois que c'est quelque chose de général. Del Papas, Marseille, Iso, Marseille, je pourrais continuer. Bon. Fréigny, Manosque et la Provence. Bon, d'accord. Deuxièmement, en effet, au travers de mes romans, je peux dire que j'ai un discours sur la région. J'ai un discours sur la région. Une région, pas seulement que j'aime et que je connais, mais une région qui est chargée d'histoire. Et je crois que dans mes romans, j'essaye de le montrer. C'est-à-dire que le Limousin, c'est une région de résistance, une terre de résistance. Et aujourd'hui encore, hein, bon, je ne veux pas engager le débat sur la question politique, mais terre de résistance. Donc, ce n'est pas un hasard. Donc ça m'interpelle et ça correspond aussi à mes convictions. Bon. Et enfin, le fait que volontairement, la ville de Limoges, j'ai voulu en faire un personnage à part entière. C'est-à-dire qu'on va y revenir à mon personnage principal, Franck Dumontel, mais la ville de Limoges lui ressemble un peu. C'est-à-dire que c'est une ville qui se cherche. C'est une ville de nostalgie. C'est une ville un peu cassée aussi. Je viens de la rue Haute-Vienne et du Hydropat, je suis allé boire un verre de blanc. Et ben c'est une ville, oui, j'ai failli amener une bouteille et puis j'ai dit ça va de la provoque. Gérardo m'a dit bon. Non, ça aurait été sympa de partager. Ça aurait été sympa. Pierre, tu aurais dû amener une bouteille. Bon. C'est une ville un peu cassée. C'est une ville à la fois attachante, mais il s'y dégage de l'émotion, de la nostalgie, voilà. Et donc cette ville, c'est un personnage, effectivement. Et même, bon, on y reviendra, mais c'est même par moments, il y a des petites chroniques. C'est comme une chronique de la ville. Tu abordes les francophonies, enfin, tu cites tout un tas de choses. Les quartiers, la ZUP de Laurence, Monique m'a fait remarquer que ça apparaît assez souvent. Donc, ce personnage, Franck Dumontel, on reviendra après à ses caractéristiques, puisque le principe d'un enquêteur dans une série, puisque c'est une série, avec un héros récurrent, c'est qu'il ait ses caractéristiques propres. Alors après, tu nous diras en quoi tu as inventé quelque chose. Mais surtout à la lecture du premier, j'ai eu l'impression que Franck Dumontel, c'était quand même pas mal Franck Linol. Est-ce que je me suis trompé ou pas ? Je pourrais détailler un peu, mais je préférerais que tu le fasses. Bon. C'est comme la question sur l'ancrage régional ou l'ancrage dans un univers. Enfin, à ma connaissance, même Jules Verne, ses personnages, c'était autobiographique. Bon. Même dans l'hyper-romanesque, les personnages sont très autobiographiques. Par définition, je pense que quand on écrit, on parle de quoi ? On parle de soi, beaucoup de soi, et on parle des autres. On parle de la vie, on parle de ce qu'on connaît. Bon, donc la question du rapport au personnage principal et de la question de la relation autobiographique, à mon avis, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez banal. Donc oui, mais comme beaucoup d'auteurs, comme presque tous les auteurs, dans les personnages, j'y mets de moi, j'y mets de ce que je connais. Enfin, dans la mesure où j'arrive à me connaître un peu. Donc oui, Franck Dumontel est volontairement
Je l'ai prénommé Franck pour ne pas me planquer et dire oui, ce personnage, on va dire, me ressemble. Mais je voudrais quand même dire une chose, c'est que, autant dans le premier, dans la 5e victime, indiscutablement, là, je ne sais pas si je règle des comptes, mais c'est très autobiographique. D'accord. C'est une période où mon père est en train de mourir d'une façon extrêmement terrible, une tumeur au cerveau, etc. Bon, il se passait plein de choses dans ma vie, donc oui. Bon. La petite école rurale au nord du département existe. La mode, j'ai vécu là-bas, moi j'ai passé mon... Donc, d'accord. Mais progressivement, et ça je m'en suis rendu compte, c'est que ce personnage de Franck Dumontel m'a échappé. Et je dois dire qu'aujourd'hui, Franck Dumontel est un personnage autonome. Je ne peux plus lui faire dire n'importe quoi, je ne peux plus lui faire faire n'importe quoi. C'est un personnage qui existe à part entière, qui est à côté de moi et qui n'est plus dans moi. Et ça, voilà, j'essaye de dire la vérité. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que Franck Dumontel est un type qui existe. Quand j'ai fini un bouquin, je suis triste parce que je sais que pendant plusieurs mois, je ne vais plus le rencontrer. Et quand je démarre un bouquin, je revois mon pote Franck Dumontel. Il n'est plus moi. J'ai répondu. Ouais, parfait. D'un livre à l'autre, vous n'êtes jamais avec lui. Tu es jamais avec lui. Non. Enfin, non. Véritablement, c'est un personnage qui m'échappe. Et tant mieux. Alors, je vais prendre certaines des caractéristiques, mais en même temps, j'ai envie de te provoquer un peu, puisque tu viens me dire que dans le premier, c'était quand même vraiment toi. Moi, il y a quelque chose qui m'a quand même assez ahuri. C'est une des premières présentations que tu fais de lui, en tant que flic. Mmh. Et alors là, je vais lire le passage. C'est page 33. Sans votre boulot, donc Franck Dumontel, Guy Georges serait encore en liberté. Vous avez eu une influence déterminante dans l'affaire Émile Louis. Et c'est vrai ce qui se dit sur votre rapport qui aurait permis de coincer, je dirais, rien que Fourniret. J'ai été ahuri en lisant ça. Alors j'aimerais que... On ne reviendra pas sur l'autobiographie. Non, là, je pique. Non, mais... alors, pourquoi non, on va être plus sérieux et plus gentil. Pourquoi l'avoir installé avec une telle prestance, et pourquoi un rapport aussi direct à des faits divers, aussi dramatiques, aussi connus et aussi particuliers? Bon, alors, j'avais pas réalisé ça, tu vois. Non. Et le retour est très intéressant. Très honnêtement, ça serait à réécrire, je l'enlèverai, ça. Oui, parce que tu peux le faire autrement. Tu peux dire qu'il a résolu de grandes affaires, enfin bref, absolument, sans citer les noms, absolument. etc. Ce que j'ai voulu faire de façon maladroite, c'est ça, c'est ce personnage donc, qui a un parcours particulier, Franck Dumontel. Oui, puisqu'il revient au bout de 25 ans. Il faut quand même dire qu'il est prof. J'allais y venir, c'est vrai. Tu vois, il est prof et c'est un type qui ne supporte plus, à un certain moment, le fonctionnement de l'institution scolaire. Il y a une phrase assez géniale par rapport à ça, quand même. Quand il dit que... autant surveiller des cons, autant... Hein, c'est ça. Plutôt que faire le flic à l'école, on va faire le vrai flic dans la vie. En gros, oui, c'est ça. Si, c'est-à-dire que, bah oui, l'institution scolaire, à mi-chemin entre la caserne et puis des structures éducatives qui ont des projets ambitieux, mais le système scolaire, je peux en parler, malheureusement, n'évolue pas beaucoup, quoi. Et que, surtout en ce moment, il y a de grosses difficultés. Bon, bref. Il est prof. Il en a marre pour des questions idéologiques. Il quitte l'éducation nationale, il passe des concours internes, et il est nommé à Paris. Et alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était le retour, c'est ça. C'est ce flic qui a fait sa carrière à Paris. Et alors, on imagine qu'à Paris, il fait forcément une grande carrière. C'est l'inspecteur Dumontel. J'ai refusé de monter dans la hiérarchie, mais il a participé à des grandes affaires. Et il revient à Limoges pour avoir la paix, pour finir sa carrière tranquille. Il revient dans son pays, après une rupture sentimentale forte, après plein de ruptures, il revient. Bon, voilà. J'ai forcé le trait pour montrer que et puis pour qu'il ait, d'une certaine façon, que ce personnage ait une certaine notoriété et en arrivant ici à Limoges, quoi. Bon. Mais c'est maladroit, je suis d'accord. Donc il revient 25 ans après dans ce qu'il appelle lui-même ses verts paradis. Hein, et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est une région magnifique. Alors les autres caractéristiques, on va peut-être moi je trouve quand même c'est assez intéressant de les trouver, ou en tous les cas de les pister. On viendra après un peu à son équipe. Alors
tu viens d'aborder l'idée des ruptures. J'ai quand même envie de démarrer par son rapport aux femmes. Il a un rapport assez particulier, en tous les cas dans le premier ou dans ceux qui viennent. Bon, c'est un tombeur. Ah si, quand même. Il a cette... Non. Hein c'est assez compliqué, hein, c'est ça. C'est vrai. C'est très compliqué. Donc, il revient 25 ans après. Il a laissé ce qui est quelque part sa maîtresse sans lettres, puisqu'il est encore marié. Absolument. Et puis, il continue à rencontrer d'autres femmes. Comme tous les hommes. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Rachida dans un des suivants, oui. Qui finit malheureusement mal. Géraldine Chandry, je crois, dans le dernier. Oui, alors c'est un peu plus olé olé là. C'est un peu plus olé olé. D'accord. Ouais. Alors, oui, la question, c'est le rapport aux femmes. Voilà. Ouais. Bon. Bah, comment ne pas avoir de rapport compliqué avec les femmes? Non, mais les femmes vont dire comment ne pas avoir de rapport compliqué avec les hommes. Le rapport homme-femme est un rapport compliqué par essence. Enfin bon, quand même. Bon. Je dis compliqué. Alors, ce personnage de Franck Dumontel, il a un rapport... Je pense que ce n'est pas un dragueur, ce n'est pas un tombeur, c'est un type timide, c'est un type qui a peur des femmes. Mais véritablement, c'est un type qui a peur des femmes, ça se sent, il me semble. Bon. Ça se sent ou pas? Oh, mais bien sûr qu'il a peur des femmes. Oui, bon, alors, en revanche... Tu peux poser des questions en direct là. Ben, vas-y. Oui. Non, tu peux leur demander. Moi, je trouve que ce personnage de Franck Dumontel est très misogyne. Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Il a moi, on m'a dit, des lecteurs m'ont dit, directrice, il y a des propos misogynes. Bon, alors, bon, le problème, c'est que il a beaucoup souffert, ce personnage, de ruptures, de relations amoureuses qui ont merdé, et quelque part, à un certain moment, il n'a plus d'illusions. Il n'a plus d'illusions sur le rapport homme-femme. À tel point que il se réfugie dans sa tanière, il est tout seul, etc. Il n'a plus aucune illusion, plus aucun espoir. C'est no future par rapport à la relation homme-femme. Sauf que quand il rencontre certaines femmes, il reprend espoir, il se dit finalement la vie n'est pas complètement foutue. Mais je crois qu'il y a de ça. Et que derrière cette relation compliquée, peut-être par moments, on trouve un peu d'agressivité par rapport aux femmes, d'une façon générale. Comme s'il avait des comptes à régler. Ce personnage a des comptes à régler avec la vie, avec la société, avec les femmes, avec les cons qui sont dans la police. Tout ça, il a des comptes à régler, ce type. Voilà. Et donc, y compris avec les femmes. Alors, c'est maladroit et tout, mais il a souffert. Et quand on a souffert, eh bien, quelque part, il y a des cicatrices qui restent ouvertes. Et il est prudent, il est sur ses gardes. Et puis, voilà. Ça, c'est fait. Hein, ça, c'est fait. C'est fait. Alors, il a une... peut-être que ça, en dehors de sa mélancolie, de ses ruptures, de ses douleurs, et peut-être même de ses états dépressifs par moments, c'est vrai qu'il est un hédoniste assez intéressant, un épicurien notoire, et je pense que c'est, il me semble, la caractéristique la plus intéressante de ce personnage. Alors, je vais donner trois petites choses. Il y a son rapport à l'esthétisme. Il est un peu sur certains objets, il y est. Il est aussi sur, tout à l'heure tu as cité l'école de Crozat, c'est ça, comme ça qu'on dit, hein, de la Creuse. Il est capable de citer Soulages et de déblatérer avec profondeur sur le noir de Soulages. C'est quand même, c'est somme toute assez rare. Et donc surtout la musique, avec le rock et ce No Future que tu as un peu, parce que c'est quand même du rock assez dur, tu pourras en dire un mot. Et on va rester justement un peu sur la musique. La musique qui intervient dans le second ou le troisième avec ces salles de rock, La Fourmi et John Lennon, où sont retrouvés alentour les cadavres. Est-ce que tu as joué? Est-ce que tu as, comme non. Serge, dans des groupes? Non, jamais. Non. Mes fils jouent, mais moi pas, non. Moi, j'écoute, moi. Mais on parle de mon personnage, on parle pas de moi. Je suis d'accord. Non, mais tu aurais pu jouer.
Mais c'est Alors, tous les titres que tu cites bon. sont des titres ou des albums que tu aimes. Non, des mais interprètes, absolument. ou- Alors, il y a deux questions. Il y a la question du héros récurrent, de ce personnage. Je dirais que les personnages récurrents de la littérature policière, Sherlock Holmes par exemple, etc., c'est des types qui n'ont pas de vie. C'est des machines intellectuelles qui sont là pour résoudre des intrigues. Mais Sherlock Holmes, il baise jamais, il boit jamais de vin, il dort jamais. Voilà. Mais c'est vrai. Bon. Comment ? Pardon ? Ouais, Bon, d'accord. c'est vrai. Bon, d'accord. Mais je trouve que la vraie vie, avec ces personnages mythiques, hein, la vraie vie, elle est loin, moi je trouve. Bon. Donc là, on est sur un personnage qui est dans la vraie vie. Donc un anti-héros, un loser, un type désabusé, un type qui, en effet, est noir. Il est noir. Il est noir dans son âme. Il a des bleus à l'âme. Bon, donc c'est ça d'abord. Donc c'est un anti-héros. C'est un type proche de nous. C'est un type plein de contradictions. Il est flic, il est gardien de l'ordre. Et en même temps, il a un regard très critique sur la société. Il ne supporte plus la misère sociale. Il a une analyse critique sur les injustices, sur tout ça. Bon, donc il y a toujours un fond politique. Quitte à être même quasiment décalé avec l'ordre policier dans le vol de l'ange. Absolument. Absolument. Et là, il est décalé. Donc, dans le vol de l'ange, la question qui est posée, c'est la loi et la morale. La loi, il doit effectivement foutre en taule Romain Keller. Romain Keller, le convoyeur de fonds qui est parti avec le fric, mais la morale, on peut se poser la question. C'est-à-dire que Romain Keller, il a volé les banques, et les banques ont volé les citoyens. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Bon. Et donc, Dumontel, il fait un choix. Bon, on ne va pas raconter le bouquin, mais effectivement, c'est la question qui est posée. Alors, sur l'hédonisme. Sur l'hédonisme. Alors, c'est la différence essentielle avec le personnage de Kurt Wallander. Kurt Wallander, le personnage de Menkel, qui est un type cassé, désabusé, fatigué, mais c'est un type, il écoute de l'opéra, il mange n'importe quoi, il boit n'importe quoi, et effectivement, il n'est pas hédoniste, il n'est pas épicurien. Bon, Franck Dumontel, la grande différence, c'est que c'est un type qui n'a plus d'illusions sur la vie, qui peut paraître très pessimiste, mais qui reste un épicurien. Alors, qui adore le vin. Et donc, c'est un fil conducteur, le vin, qui adore bien manger, qui adore écouter du bon rock, qui adore regarder des belles peintures, etc. Donc, voilà, c'est ce qui lui reste sur la vie. Il a compris que ce qui restait sur la vie, c'était quelques plaisirs comme ça, qui pouvaient être éphémères, mais donc c'est ça. Hein. Oui, alors sur la musique rock, beaucoup de personnages de polar, c'est le jazz, en général, le polar américain, anglo-saxon. Là, c'est le rock et une certaine forme de rock, ce qu'on appelle le rock extrême, le rock métal, le rock extrême. Et moi, je l'ai volontairement choisi parce que c'est une musique qui est rebelle, c'est une musique qui est bannie de tous les médias. C'est une musique interdite. C'est une musique underground. Absolument, underground. Et je dirais que d'une certaine façon, le métal, où il y a 100 sous-genres, il ne faut pas penser au métal, bon, c'est une musique très vivante, ça foisonne, etc. Ce rock extrême, je l'assimile d'une certaine façon au polar, qui serait pour moi une littérature extrême. C'est-à-dire que dans le polar, tout est permis. Dans le polar, on peut tout inventer, on peut écrire comme on veut, on peut parler de ce qu'on veut, y compris de politique, et le polar français est essentiellement un polar engagé. Del Papas dit très justement, le polar français, le néo-polar français est un polar engagé, un polar de gauche, un polar qui dénonce, un polar qui critique la société. On ne parle pas de son nombril dans le polar français, enfin il ne me semble pas. Et c'est une caractéristique. Et pour moi, le polar, le néo-polar français,
c'est une littérature extrême, comme le rock metal peut être une musique extrême. Mais on va revenir sur le vin. Et ce qui me semble intéressant, je ne connais pas bien les groupes et tout, mais en tous les cas, ça a l'air. Tu viens de déterminer pourquoi ces choix. Le côté rebelle, effectivement, donc tu le positionnes par rapport à ton personnage. Il y a comme un listing particulier. Aujourd'hui, on publie dans 813 la playlist de tel auteur ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez pointu. Et là où je trouve que c'est encore plus pointu, heureusement que tu n'as pas amené la bouteille parce que ni je bois ni j'y connais quelque chose. Mais bon, c'est moi qui me suis collé, Franck Dumontel. Donc concernant le vin, ça a l'air assez pointu. Alors, je vais en citer quelques-uns, je pense que les gens dans la salle les reconnaîtront. Dans le premier, bon, bien évidemment, le Chablis, ça j'ai entendu parler, mais on parle de Ressac, de Pachrink, du Gamay au vert, hein, ça certaines se reconnaîtront dans la salle. Il y a des notes par rapport à Jean Carnet au lieu de Jean Carmet. Hein. Le Rosé d'Anjou, bon, qui apparaît très souvent. Le prieuré peut-être de Saint-Jean de Bébi en rouge. On apprend du vocabulaire. La bouteille de Drapier, on en défie le muselet. C'est un mot que j'ai appris et que je trouve très joli, que je ne connaissais pas. Tout le monde connaissait ce mot-là ? Ouais. C'est vous qui tenez l'hydropate, non ? Non. Non, ça aurait pu. Hein. Alors bon, l'apparition des vins de ma région, j'en connais certains, donc le Pic Saint-Loup, l'Ortus, tout ça. J'ai grimpé à l'Ortus, donc je connais vraiment bien la région. Et donc là, vous connaissez. Il paraîtrait que certaines personnes se font des caves grâce à vos bouquins, à tes bouquins. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Quelqu'un a... Non ? Je sais en tout cas qu'il y a des lecteurs oui, qui s'amusent à relever tout le nom des vins. Alors, les noms des vins n'est pas inventé, tout ça est hyper réaliste. Les cépages, le nom des vignerons, tout ça. Et qui essayent de les trouver, de les acheter, de les goûter. Voilà. Mais ça, c'est bien. Voilà. Ça fait connaître la culture du vin. Et est-ce qu'il y a des vins bio dans le... Oh non, mais attends, il y a je sais pas. Hein. Non, mais il y a des vins bio dégueulasses. Non, mais est-ce qu'il y en a dans la liste de ces bouquins ? Oui, non, alors, en général, ça, tu le dis, tous les vignerons qui sont cités, ce sont de vrais vignerons. Donc, je vous le dis, si vous voulez, c'est l'annexe du guide Hachette des vins, en fait. L'annexe. On m'a reproché dans la 5e victime d'avoir fait un guide touristique sur Limoges. Je vous le dis, c'est une lectrice, ça. Mais c'était gentil de me dire ça. C'est peut-être vrai. Mais en tout cas, oui. Non, il y a je vais te dire. Un peu le début, c'est la discussion de l'autre fois. Je vais te dire. Pourquoi je suis hyper réaliste ? Non, mais sur les vins, mais c'est intéressant. Sur les vins. C'est que je me rappelle d'une émission. J'adorais Apostrophe avec Pivot. Et je me rappelle. Bon, vous savez que Pivot adore le vin. Et que Pivot, un jour, s'était mis en colère. Je m'en rappelle très bien. Il me dit il disait qu'il en avait ras-le-bol quand il lisait un chapitre ou une phrase où un personnage buvait un verre de vin. Mais il disait, nom de Dieu, on voudrait bien savoir de quel vin il s'agit. Est-ce que c'est du blanc, du rosé, du rouge ? Et il boit quoi, ce type ? Enfin, il boit quoi ? Bon. Et donc, moi, ça m'avait interpellé, j'avais beaucoup aimé. Et donc, j'ai un parti pris, alors, on revient maintenant à ce que j'essaye de faire, c'est l'hyperréalisme. C'est-à-dire que l'hyperréalisme des lieux, la toponymie, le nom des rues, des lieux, tout est exact, tout est précis, parce que je fais du repérage. Les vignerons, ils existent, je les ai rencontrés, je les connais, grâce à Pierre Carbonnier, qui est ici grand journaliste du vin. Bon, voilà. Et cet hyperréalisme, ce qui m'intéresse, c'est que cet hyperréalisme qui rentre en tension avec le romanesque. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, en fait. C'est-à-dire que les gens qui suivent les personnages de mes bouquins dans les rues de Limoges, à l'Hydropate ou dans les restos, etc., ils se disent, comme dans un jeu vidéo un peu. Ah oui, mais attends, là, le type, il y a un type qui est en train de trucider. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est cette confrontation entre l'hyperréalisme et le romanesque. C'est ce que tu viens d'en dire, c'est ce qui m'a intéressé, c'est justement cet hyperréalisme et c'est les forces détails. C'est que tu forces le trait, mais d'une manière... tu as raison, dans le polar en général, on parle d'un standard de jazz ou de rock, mais on ne dit pas, on ne dit rien, ou alors vraiment c'est des choses, c'est toujours les mêmes. Si c'est un opéra, c'est toujours le même. Mais effectivement, là, on rentre dans quelque chose de plus intime, de plus connaisseur.
Et oui, je comprends que des gens puissent se préparer une cave avec ça. Il roule en Golf noir. Je ne sais pas s'il y en a une. Fini. Le personnage principal dans Carole, je vais te tuer, lui aussi roule en Golf. Ah bon? Ah ouais. C'est le flic? Ah mais il roule en Golf. Ah d'accord. Il roule quand même en Golf. Oui. Bon, je dois te le dire en fait. Hein. Je suis payé par Volkswagen. Ça va alors, ça va. Donc c'est un ex de la Ligue communiste révolutionnaire. Oui. Alors d'où, tu l'as dit sans le dire, mais d'où une partie de ses engagements et de ses dénonciations. On y reviendra, j'essaierai de lire certains passages. Et puis il y a son équipe. Alors il est donc au départ dirigé par le commissaire Mangeard. Et puis et surtout il y a le lieutenant qu'on découvre dans le premier, Danny Marval, qui va évoluer au fil des enquêtes de Franck, et qui lui est un carrure de troisième ligne, qui s'habille un peu. Il débarque la première enquête dans la boue avec un jean blanc, presque un legging, et ça finit assez mal pour lui. Et Franck Dumontel gentiment lui donne quelques conseils. C'est un pan du vestimentaire qu'on retrouve chez Géraldine Chandry dans le dernier. Il y a même une séquence rigolote où ils sont censés monter chez elle. Elle est habillée un peu olé olé, hurluberlu, moitié punk, moitié. Et tu écris qu'elle est à mi-chemin entre Mam, ou en tous les cas dans une transformation rapide entre Mam, Michel Alliot-Marie et Elisabeth Salander, qui est l'héroïne de Millennium. Hein ?